Bonjour à tous, invités politiques sur Radio Classique et LCI ce matin. C'est Bruno Le Roux, le patron des députés socialistes à l'Assemblée. Bonjour Bruno Le Roux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, lourde semaine pour vous, puisqu'on va commencer le débat budgétaire à l'Assemblée. Et comme vous êtes le père fouettard des députés socialistes, on en parlera dans quelques instants, vous avez du travail avec les frondeurs. Mais on va commencer par évidemment le dossier industriel du moment, le dossier Alstom, avec l'accord vendredi soir, puis tout le week-end avec General Electric. Finalement, c'était le bon partenaire, alors, General Electric, contrairement à ce qu'avait dit Arnaud Montebourg. Je pense que c'était le bon partenaire qui, au début, ne faisait pas une bonne proposition et qui aurait voulu absorber. Je pense que cela aurait été profitable à Alstom en termes d'emploi, mais cela aurait fait disparaître totalement un groupe français une nouvelle fois. Et donc le gouvernement a eu raison de dire que cette offre n'était pas possible. Elle représentait trop d'interrogations pour les intérêts stratégiques de la France. Elle représentait trop d'interrogations pour la disparition même du nom de l'entreprise Alstom et de ce qu'il représente pour notre pays. On a vu ces dernières années des grandes entreprises disparaître, rayées par une absorption, une OPA. Et là, à l'OPA, nous avons dit non. Qu'est-ce qui a changé ? Parce qu'il y a quelques mois, c'était déjà un gouvernement socialiste sur Florange. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi là, on a réussi à forcer l'investisseur étranger à accepter un partenariat plutôt qu'un rachat ? Mais d'abord, là, nous étions sur une entreprise française en France, Alstom. Sur Florange, nous ne sommes pas sur une entreprise française. Nous ne sommes pas sur la même filière, avec les mêmes développements possibles, avec le même potentiel de croissance mondiale. Nous ne sommes pas, je crois, avec la même unité dans l'équipe gouvernementale. Ah, vous dites qu'il y a un changement de méthode, ça fonctionne mieux maintenant qu'avec Jean-Marc Ayrault ? Non, je dis simplement qu'à l'époque, sur le dossier Florange, il y avait un manque d'unité. Il y avait des déclarations qui semblaient contradictoires. On se souvient de Jean-Marc Ayrault qui recadrait par exemple Arnaud Montebourg. Oui, alors que là, et je m'en félicite, il vaut mieux que les choses s'améliorent dans le temps. Il y a une unité au niveau gouvernemental qui fait, et je pense que c'est important pour les Français, que la volonté qui a été exprimée se retrouve en actes concrets quelques semaines après une négociation réussie et après les partenaires, parce que j'observe que les partenaires, bien entendu, General Electric a toutes les raisons d'être satisfait, même s'il a été obligé d'aller plus loin que ce qu'il ne pensait très certainement faire au début, mais il y a eu un rapport avec Siemens et Siemens-Mitsubishi qui fait que je pense que les coopérations... On s'est servi d'eux ? Non, je ne crois pas que l'on s'est servi d'eux. Ils ont été mis en compétition pour essayer de regarder les uns avec un projet qu'ils avaient visiblement réfléchi depuis longtemps, qui avait l'accord de la structure de décision d'Alstom, du management d'Alstom, mais Siemens et Mitsubishi qui ont fait une très belle offre et avec lesquels, sur de nombreux secteurs, nous devons rester en étroite collaboration et même partenaire. Vous parliez d'un problème un changement de méthode du gouvernement. Dites-moi, il vous a pas fallu un peu de temps pour comprendre l'exercice du pouvoir ? 2 ans, avec peut-être du temps perdu, non ? Je ne crois pas que nous puissions et que vous puissiez le dire comme cela. Les dossiers sont très différents. Et c'est vrai que quand on dit l'anti-Florange, c'est tentant, mais en même temps, il ne faudrait pas laisser à penser que ces dossiers étaient les mêmes. Pour autant, je le note, sur ce dossier gouvernemental, comme sur tous les dossiers dont nous allons parler, quand nous sommes capables de prendre des décisions, de fixer une ligne stratégique, de nous y tenir, alors nous montrons de la force, alors nous montrons de la cohérence. Et quand nous sommes dans la mise en cause de notre propre action, quand nous sommes dans l'émiettement, alors les Français nous regardent en nous disant « mais savent-ils où ils veulent aller ?» C'est normal, vous êtes au pouvoir, on attend de vous une certaine forme de cohérence. Et donc, si vous permettez que je réponde à votre question, depuis 2 ans, le cap fixé par le président de la République est un cap clair. La compétitivité de notre pays au service de l'emploi et au service de la croissance, il est clair, mais il n'a pas toujours été explicité de cette manière, vous le savez. Bien entendu que ça n'a pas toujours, et je pense que chacun devrait se mettre au service de son propre service, le service du pays. Nous ne sommes là aujourd'hui pour aucun intérêt personnel. Nous sommes là pour essayer de mener la politique qui va permettre de rendre la vie plus facile aux Français. Et si nous étions plus cohérents, si nous étions plus regroupés, si nous étions moins émiettés, si chacun n'essayait pas de jouer sa partition, hier peut-être au gouvernement, aujourd'hui dans la majorité, alors je pense que nous serions plus forts. Ça va quand même avoir un coût, un prix, ce volontarisme industriel. C'est le coût de l'entrée de l'État dans le capital à hauteur de 20%. On dit à peu près 2 milliards d'euros. On va les trouver où, ces 2 milliards ? Mais le gouvernement a été très clair. On les trouvera sur la cession de participation de l'État dans quelques autres grandes entreprises. Par exemple EDF ? Ça pourrait être EDF. Je ne sais pas si ce sera EDF, mais ça pourrait être ADP, ça pourrait être... Il y a aujourd'hui de multiples participations. On parlait de Safran. Il y a de multiples participations de l'État aujourd'hui
aujourd'hui... Donc il faut que l'État ait un rôle actif dans la gestion de ses participations. Je pense que ce qu'a montré l'État, c'est qu'il devait avoir une stratégie industrielle et une stratégie pour peser et même intervenir. C'est ce que l'on voit sur le dossier Alstom, c'est ce que l'on voit sur les 34 filières qui ont été mises en œuvre par le gouvernement et qui font l'objet aujourd'hui d'un travail formidable à l'initiative souvent de partenaires industriels. Et puis c'est le pacte de compétitivité qui appartient directement à la décision politique, à la décision publique que nous allons mettre en œuvre cette semaine. Alors autre dossier, autre facture pour l'État, c'est l'écotaxe, puisqu'on a appris ce week-end qu'il y avait une nouvelle feuille de route, c'est-à-dire moins d'axes concernés par cette taxe, et puis aussi des dispenses pour certains transporteurs. On pense par exemple aux produits laitiers ou des choses comme ça. Alors est-ce que c'est un bon compromis? On va baisser le rendement de la taxe de la moitié à peu près. Oui, mais je suis rassuré. Je suis rassuré pour deux raisons. D'abord parce que cette taxe poids lourd est bien mise en œuvre, et ensuite parce qu'elle est aujourd'hui susceptible d'être comprise par les Français, comprise par les transporteurs. Elle va permettre sur un réseau qui n'est pas totalement uniquement secondaire, c'est un réseau qui voit passer beaucoup de poids lourds et donc qui génère des pollutions, d'avoir une taxe pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes qui va générer à peu près 550 millions d'euros. C'est une première partie, ce n'est pas le financement dont nous avons besoin aujourd'hui. Oui, ce n'est pas le financement dont nous avons besoin aujourd'hui pour développer les infrastructures de transport dans les régions. Et donc on va être moins ambitieux sur les projets d'infrastructures qui devaient être financés par cette taxe? Non, il faut trouver des ressources complémentaires. Je pense que ces projets de développement étaient importants pour les régions. Il y a un premier pas qui est fait par l'État à essayer de remettre un peu d'ordre sur un dossier qui avait été pris de façon totalement... Ecomove, le contrat qui avait été passé, l'explication qui avait été donnée aux Français et aux utilisateurs pour le précédent dispositif était tout simplement incompréhensible. Là, nous revenons à quelque chose de simple, de clair, et qui va permettre le financement des infrastructures de transport. Et qui va éviter de nouvelles manifestations. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de manifestations. Qu'est-ce que vous leur donnez comme garantie? Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, ce n'est pas quand même le transport de proximité. L'exonération de ceux qui font collecte de lait, ce n'est pas ce qui fait l'activité économique de territoires, de petits territoires. Les cirques même, nous avons pris en compte notre pays et la façon dont il a un art particulier autour du cirque pour les exonérer, ceux qui font cette activité pour les forains. Donc je pense que nous avons pris chacune des situations bien en compte et qu'il y a aujourd'hui une taxe qui ne devrait susciter que de l'approbation. Pourquoi faut-il entrer au capital d'Ecomove, la société privée qui gère l'écotaxe maintenant? Je vais moi-même en poser la question pour vous dire les choses clairement au ministre de l'économie et au Premier ministre. Vous n'êtes pas convaincu? Mais je pense qu'il y avait très certainement eu des engagements de l'État tellement formalisés, tellement forts, dus au précédent gouvernement. C'est une compensation. Mais non, mais qu'il y aurait aujourd'hui, peut-être même pour l'État, de graves difficultés à laisser cette société en situation de ne pas pouvoir continuer. Et donc on va mettre de l'argent pour compenser en quelque sorte? Non, on va mettre, je pense, de l'argent pour assurer la réussite du dispositif et peut-être en devenir le principal collecteur le plus rapidement possible. Alors, autre casquette de Bruno Le Roux, celle de père Fouettard, ça vous va comme expression? Non, ça ne me va pas parce que vous valorisez quelques parlementaires. Les frondeurs qui étaient... l'autre jour, nous avons eu des votes avec, je vous donne un exemple, mais 160 votes pour un amendement et simplement un contre. Donc, ils disent que vous avez posé les mauvaises questions lors de la réunion de groupe, c'était très général. Mais ils n'ont voulu apporter aucune réponse et ils n'avaient surtout qu'une volonté. Vous êtes un peu méprisant sur les frondeurs? Non, je ne dis pas... Ils sont quelques députés. Oui, je dis qu'ils sont quelques députés par rapport à 250 députés du groupe qui, eux, assument avec courage la politique et la discutent avec le gouvernement, mais ensuite veulent montrer de la solidarité. Donc oui, je n'accepte pas qu'il y ait aujourd'hui une petite partie des députés qui décident de s'exonérer de toutes nos règles de fonctionnement et qui en même temps concentrent un débat. Parce que pendant ce temps-là, on ne regarde pas la réalité de l'action que nous menons, mais le débat que nous générons en notre propre sein. Alors eux disent que vous êtes autoritaire, que vous avez même utilisé parfois des menaces en appelant individuellement tous ceux qui oseraient ne pas voter le projet de loi de finances rectificative, que vous avez fait du chantage sur la circonscription, sur les crédits, sur des choses comme ça. C'est vrai ou pas? On me reproche quelquefois de ne pas être assez autoritaire. J'ai essayé d'être non pas autoritaire, mais très clair sur les votes que j'ai demandés. Et je n'ai jamais appelé un député pour autre chose qu'un débat sur le fond. Et d'ailleurs, s'il y avait aujourd'hui des éléments sur les circonscriptions, ça dépend du Parti socialiste, sur l'argent, je fais attention de ne jamais mêler ces dimensions
au débat politique. C'est toujours trop dangereux. Et donc le débat que je veux avoir, c'est sur le fond. Mais j'observe que ces députés qui sont toujours prompts à aller sur un plateau de télévision pour défendre leurs paroles, eh bien, quand ils sont en réunion de groupe, ils ont beaucoup moins d'entrain pour Ils sont moins courageux pour défendre leurs propositions. Et excusez-moi de vous le dire, c'est quelquefois des postures. Moi, je connais beaucoup de ces députés à qui, si l'on proposait demain une responsabilité, deviendraient en l'espace de quelques minutes les champions de l'orthodoxie la plus forte. Ça, c'est dur. Ça veut dire qu'ils iraient prendre leur part du gâteau. Ça veut tout simplement dire que je pense qu'il y a des postures aujourd'hui qui ne sont pas faites pour donner de la force au groupe, à la majorité que nous représentons, mais qui pensent à d'autres débats, qui pensent à des débats de congrès, qui pensent à des débats qui sont quelquefois aussi des postures personnelles. Et cela, je ne l'accepte pas. Alors, c'est la fermeté ce matin pour Bruno Le Roux, parce qu'évidemment, vous allez avoir une semaine compliquée avec le début des discussions en séance du budget rectificatif. Est-ce que vous n'accepterez aucun manquement et quelles seront les sanctions si un député manque à la discipline de groupe? Mais je ne veux pas parler de sanctions, je veux appeler à la responsabilité. Nous avons eu un débat avec le gouvernement, le Premier ministre, tous les ministres. Nous avons regardé point par point tous les axes du texte, le projet de loi de finances, le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Nous avons arrêté la stratégie d'amendement du groupe. S'il y a eu une prise en compte des retraites les plus modestes, c'est parce que le groupe l'avait souhaité. De la même façon, sur le gel des allocations pour le logement, nous avons dit que c'était pour nous quelque chose de nécessaire. Et le gouvernement a écouté sa majorité. Et donc, le débat a été bien mené pour l'instant en groupe. Et donc, il n'y aura dans l'hémicycle aucune marge de manœuvre en dehors du groupe, bien entendu. Dans une dizaine de jours, il y aura un autre débat, ou dans une quinzaine de jours, celui sur le PLFSS, donc la sécurité sociale. Est-ce que vous êtes favorable? Je vois deux, trois idées dans la presse ce matin. Par exemple, sur les aides à domicile. On sait que le travail au noir redémarre, parce que c'est moins intéressant finalement de déclarer maintenant son salarié à domicile. Est-ce que vous seriez favorable, vous, aux allègements de charges sur ces emplois à domicile? Oui, bien entendu. Je pense qu'il y a là une véritable difficulté. Il y a un effet d'une mesure mauvais. Et donc, il faut essayer de le corriger. Et je souhaite que le gouvernement puisse y réfléchir. Il y aura un amendement proposé? Des propositions, ou alors il y aura un amendement, bien entendu, que je demanderai à la rapporteure générale ou au rapporteur sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale de déposer. Encore une mesure où vous êtes trompé il y a 2 ans et vous revenez maintenant? Non, je pense qu'il était nécessaire pour de la justice d'avoir, y compris dans ses prestations et surtout dans ses prestations, un certain nombre de modifications. Là, on s'aperçoit que ça relancerait un travail, que cela fait baisser un gisement d'emploi qui est important pour notre pays. C'est le propre de notre majorité que de corriger. Il y a eu sous la précédente majorité des mesures qui ont été prises, qui étaient injustes et qui ont duré 5 ans. Nous, quand nous apercevons qu'il y a un mauvais effet, nous corrigeons. Merci Bruno Le Roux d'avoir été notre invité ce matin sur Radio Classique et LCI. Et bon courage pour cette semaine d'autorité à l'Assemblée. Merci.